Monsieur Vincent Ouellet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez accepté de nous rencontrer pour partager un morceau de connaissance avec nous et avec tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube Adjissé. Alors, physiquement, nous sommes au restaurant Angus, que l'on remercie de nous recevoir d'ailleurs dans ce cadre, mais virtuellement, dans cet espace virtuel, c'est nous qui vous recevons sur notre chaîne. Donc comme ça se fait traditionnellement, on va vous demander les nouvelles. Alors comme ça se fait traditionnellement, il n'y a rien de grave, tout le monde doit répondre. Mais je tiens quand même à vous remercier de m'avoir fait l'honneur de participer à vos débats et à votre morceau de connaissance. Et puis, je suis là, à votre disposition pour répondre à toutes sortes de questions. Voilà, je m'appelle Vincent Ouellet, j'habite à Abidjan. Je suis un opérateur économique comme tant d'autres sur cette planète et particulièrement dans cette ville. Et en dehors de mes activités professionnelles, je pratique le sport, ce qui m'amène peut-être à vous parler du sport et de l'esprit. Le sport et l'esprit. Exactement, donc pour ceux qui nous regardent, on précise que c'est le titre de votre morceau de connaissance. Tout à fait. Le sport et l'esprit. Tout à fait. Alors déjà, pourquoi pas l'esprit et le sport? Tout simplement parce que le sport, je considère que le sport nous amène à une amélioration de l'esprit, à modifier notre esprit, et en tout cas, et dans beaucoup de cas, à une amélioration de l'esprit. À l'inverse, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque le spermatozoïde a décidé de sa rencontre avec la gamète femelle, l'ovocyte, il s'est déplacé, et 9 mois plus tard, nous avons une progéniture qui naît, un petit homme, un petit bout de bonne femme. Et à la naissance, il y a un phénomène biologique purement mécanique. L'enfant va commencer à crier, va commencer à bouger, il va grandir, il va marcher à 4 pattes. Je ne peux pas dire qu'il a un esprit développé, dans la mesure où il est tout neuf. Il a une petite mémoire de ce qui s'est passé quand il était en gestation, mais ses connaissances et son développement spirituel est quand même très limité. Ce n'est qu'au fur et à mesure de son évolution qu'il va s'enrichir de diverses connaissances basiques tout d'abord, ensuite intellectuelles et morales, et puis plus tard spirituelles. Mais entre-temps, ça ne l'a pas empêché d'apprendre son 4 pattes, d'apprendre à se lever, ce qui représente un effort physique, d'apprendre à marcher maladroitement, puis ensuite à courir. Donc, il y a quand même un aspect physique dans notre biologie humaine qui est très important. Et il n'y a que dans ces conditions-là qu'on peut s'amener à se poser la question de savoir si je peux marcher, est-ce que je ne peux pas essayer de faire comme les autres pour courir ou pour atteindre plus rapidement mon but. Et c'est du sport. Le fait de se déplacer mécaniquement dans l'espace, en 3 dimensions telles que nous le connaissons, c'est du sport. Alors, il ne pratique pas le sport, mais il en fait. De la même manière que je dirais que la dame ou le monsieur d'un âge certain ou d'un certain âge, comme nous autres, qui a décidé d'aller au supermarché à 3 km à pied, aller-retour, pour se dépenser, fait du sport. Par contre, celui qui, répétitivement, régulièrement, par semaine, par mois ou par jour même, va se dépenser dans un but bien précis d'amélioration de sa condition physique, lui, il pratique le sport. Voilà. Donc, pourquoi le sport et l'esprit? Parce que c'est par le sport, on en parlera tout à l'heure, qu'on arrive un petit peu à améliorer son espace spirituel et la gestion de ses idées et de ses comportements. D'accord, j'ai vu qu'on est déjà parti dans les analogies dès le début. Et alors, entre le corps et l'esprit, est-ce que pour vous, il y a une dimension intermédiaire de l'âme, du sentiment, qui rentre aussi en jeu dans la pratique du sport, ou alors est-ce que on passe directement de l'esprit au corps? Il y a forcément une autre dimension, puisque on ne pratique pas un sport qu'on n'aime pas. En général, on apprécie les gestes que l'on fait. On apprécie l'état d'esprit dans lequel on travaille dans ce sport. On travaille mécaniquement, comme je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui préfèrent pratiquer un sport individuel. Il y en a qui préfèrent pratiquer un sport individuel, mais contre un adversaire. Il y en a d'autres qui pratiquent un sport collectif, donc en équipe.
Tout ça, ça amène à des gestions de l'esprit complètement différentes. Le sport complètement individuel et seul dans une salle ou même dans sa chambre le matin, c'est pour son amélioration personnelle, pour se sentir bien. Parce que peut-être le médecin l'a conseillé, peut-être tout simplement parce que le corps le ressent comme tel, qu'il faut faire quelques pompes le matin, quelques étirements, quelques abdominaux, un petit peu de marche ou de la course à pied, et puis automatiquement, mentalement, on se sent mieux. Parce qu'on se sent débarrassé de certaines scories, de certaines impuretés, par la transpiration, par le souffle, etc. Maintenant, quand vous allez face à un adversaire, vous avez des règles à respecter. Donc, automatiquement, votre esprit rentre en ligne de compte. Quand vous êtes boxeur, vous ne pouvez pas vous permettre de taper n'importe comment ou avec n'importe quel membre. Quand vous êtes boxeur, vous savez que vous utilisez vos membres supérieurs. Il est interdit d'utiliser ces membres inférieurs comme on pourrait le faire au karaté, au taekwondo ou au kempo ou dans d'autres arts martiaux asiatiques. Alors vous, pour qu'on soit situé, quels sont les sports que vous pratiquez justement? Parce que vous parlez de beaucoup de disciplines sportives différentes. Quels sont les sports que vous pratiquez? Moi, j'ai pratiqué le judo pendant un certain moment, ensuite l'équitation pendant une trentaine d'années, le tir au pistolet, et je pratique toujours assidûment le taekwondo, puisque je suis instructeur international et que je suis arrivé à un certain niveau qui me permet justement d'intervenir spirituellement sur les élèves que l'on a à gérer au taekwondo. D'accord, donc en plus de discipliner le corps, on discipline l'esprit Tout à fait. par le sport. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous expliquer la mécanique de comment le corps, comment la discipline du corps permet la discipline de l'esprit et puis aussi à quoi ça sert d'être discipliné dans l'esprit? Je vais prendre quelques exemples de sports que je pratique ou que je ne pratique pas. Vous prenez un haltérophile. Il a un poids à soulever parce que c'est sa passion de soulever des poids. Peut-être que plus tard, il en fera une passion tellement poussée qu'il voudra compétir. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais quand il voit un poids de 150 kg, il connaît son organisme, il connaît l'entraînement et tout ce qu'il a vu comme cursus sportif par rapport à l'haltérophilie. C'est pas tout le monde qui va soulever en développé couché ou en épaulé jeté, qui va se jeter sur des haltères de 150 kg et les soulever. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion qui se fait par rapport au respect de son intégrité physique. On peut toujours essayer et puis se casser les reins. On peut toujours essayer et se provoquer une déchirure musculaire. Mais quand on est un petit peu sensé, là l'esprit va faire réagir en disant non, le corps ne pourra pas, essaye un peu moins fort. Pareil pour l'équitation. Quand vous ne savez pas monter à cheval, vous n'allez pas dire, même si vous êtes casse-cou, vous savez très bien que quand vous allez monter à cheval, ce n'est pas tout ce que vous allez demander que le cheval va savoir faire, parce qu'il y a des techniques à connaître. Il y a des techniques. C'est vrai que vous avez envie de monter à cheval, c'est vrai que vous aimez les chevaux, parce que c'est un esprit vraiment particulier dans tous les sports que l'on connaît sur cette terre-là actuellement. Mais il va falloir vous expliquer à vous-même les potentialités de vous et du cheval. Donc il y a une corrélation spirituelle dans la pratique de votre art et en plus dans les rapports avec l'animal. Quand vous faites du taekwondo, c'est toujours pareil. Il est possible que vous preniez un coup parce que le pratiquant s'est mal exprimé physiquement, parce qu'il est débutant, parce que pour plusieurs raisons. Vous n'allez pas lui en vouloir puisque c'est dans les règles du jeu. Et qu'en principe et en général, le pratiquant qui vous inflige un coup, un mauvais coup, le fait involontairement. Et quand bien même il le ferait volontairement dans le cadre des combats sportifs aux Jeux Olympiques ou dans les compétitions, vous savez très bien à quoi vous en tenir. Vous êtes venu pour donner des coups, prendre des coups, et de là remporter ou perdre. Remporter la victoire ou perdre votre match. Mais vous n'en voulez pas au candidat, parce que comme vous, votre adversaire est un candidat, va vous donner un coup de pied sur le menton, au menton par exemple, et vous allez vous retrouver KO, peut-être à l'infirmerie. Et quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas lui en vouloir, parce que c'était dans les règles du jeu. Donc là encore, il y a une corrélation entre le corps, l'esprit, et le troisième intervenant qui est l'adversité. Parce que dans le sport, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs sortes d'adversité. Vous avez vous-même, dans tous les cas, que vous soyez en sport collectif ou individuel ou contre un adversaire, ou seul, vous avez vous-même à lutter contre vous, à performer, à faire le beau geste, pour aboutir à la technique la plus efficiente.
Et avec l'adversaire, c'est pareil, vous avez des règles à respecter. Et en équipe, vous avez des règles à respecter par rapport à l'adversaire et par rapport à vos collègues, sans lesquels vous ne pouvez pas avancer, puisque vous êtes dans un sport par équipe, comme par exemple le basket à 6, ou le football à 11, ou le tennis à 2. Vous avez des règles à respecter pour pouvoir laisser aussi votre équipier s'exprimer dans le but de remporter une victoire. Donc l'esprit, le corps ont une relation très intime, mais qui a commencé dès le départ par la pratique du sport. Comme je disais, quand on prend un bébé de 8 mois, s'il marche, c'est bien, sinon il fait 4 pattes, c'est dans un but bien précis d'aboutir à un objectif. Se déplacer pour aller prendre son jouet, retrouver sa maman pour un câlin ou pour pouvoir manger. Oui, donc on comprend bien effectivement à travers vos propos l'impact réciproque qu'a l'esprit sur le corps et puis le corps sur l'esprit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cercle vertueux entre les deux? Ça veut dire que l'un pousse l'autre à s'améliorer et l'autre pousse l'un à s'améliorer aussi. Vous savez que l'un pousse l'autre à s'améliorer, ça serait peut-être l'esprit qui pousserait le corps à s'améliorer, parce que l'esprit saura apprendre à gérer les bons gestes qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il existe des coachs. Et le corps poussera l'esprit quelquefois à se réfréner. Parce que vous pouvez très bien vous dire, je suis dans la possibilité de, mais le corps ne peut pas suivre. Donc l'esprit sera obligé de se plier au fait que, comme je prenais l'exemple tout à l'heure de l'haltérophile, bon, je vais peut-être commencer par 60 kg, par 30 kg pour m'échauffer, monter progressivement, et puis quand on se rendra compte qu'à 110, 115 kg, on ne peut pas développer correctement la puissance que l'on doit développer pour soulever le poids en question, l'haltère en question, eh bien, l'esprit sera obligé de se plier au fait qu'il y a encore des efforts à faire pour aboutir à la performance. Donc l'un pousse l'autre à avancer, et l'autre essaie de le gérer, de le cadrer dans un cadre du possible. Donc il lui apprend la tempérance et l'humilité. Exactement. Exactement. Alors, vous avez parlé de règles, Oui. hein, quand vous évoquez les différentes disciplines sportives. Quand on entend règles, on entend évidemment restrictions, on entend aussi peut-être rituels. Oui. Pour chaque sport, je suppose qu'il y a des rituels pour, par exemple, je ne sais pas si au taekwondo, il y a un rituel pour rentrer dans la salle sur le tatami ou au tir au pistolet, il y a un rituel de préparation, de nettoyage de son arme peut-être. Je ne m'y connais pas bien, alors je me permets de... Oui, bien sûr, dans chaque sport, il y a un rituel, parce que déjà, il y a la préparation. Il y a l'arrivée sur le site, il y a la préparation. Vous prenez l'exemple du tir au pistolet, dans les clubs régulièrement organisés, vous avez, votre arme doit être démontée. Vous la montez à certains endroits, dans certaines circonstances, pour ne pas mettre la vie d'autrui en danger. Parce qu'une arme à feu, c'est pas méchant. Vous déposez tout de suite une arme à feu sur la table. Si le Créateur nous prévit, dans 100 ans vous revenez, la seule chose que vous risquez, c'est de retrouver votre arme rouillée. Sinon l'arme en elle-même, elle ne bougera pas, qu'elle soit chargée ou pas chargée. Maintenant, la personne qui va venir la prendre, c'est l'utilisation qu'elle va en faire qui va rendre l'arme négative ou positive. Si c'est pour aller tirer sur des cibles en papier, si c'est pour aller chasser même, pour sa nourriture bien sûr, parce qu'en ce moment avec les écologistes, il faut faire attention, donc pour se nourrir, dans ce cas-là, on va dire, l'arme, elle est utile. Parce qu'au lieu de courir derrière une arme avec une lance, j'ai un fusil, je descends l'antilope, j'ai mon couteau, qui est une arme aussi, je le dépaisse, puis je vais manger, et je vais nourrir ma famille. Vous voyez? Maintenant, si vous prenez votre arme pour aller visiter une banque, avec l'aide de votre arme, pour retirer quelques subsides à cette banque, là, je pense qu'en dehors du fait que la loi ne le permet pas, mais même moralement, au lieu d'aller travailler le matin, bon, vous prenez votre arme, vous allez braquer. Bon, c'est pas l'arme qui est méchante, c'est l'utilisateur. Donc il y a des règles, il y a des rituels de comportement. C'est très difficile, ça arrive malheureusement, mais si vous respectez les rituels que vos instructeurs vous apprennent, vous ne blesserez jamais quelqu'un avec une arme. Parce qu'on ne pointe jamais une arme, même en plastique, même pour les enfants, quand on achète des armes en plastique, on ne pointe jamais une arme vers quelqu'un. Donc si là on a une dimension morale,
Parce qu'on est rentré dans une dimension morale. Oui, mais on parlait du rituel. Pour l'équitation, c'est pareil, pour finir le propos. Et lorsque vous arrivez, vous ne prenez pas votre cheval, vous le montez. Il faut d'abord le sceller, il faut d'abord le nettoyer. Parce qu'il s'est roulé dans la poussière, il a dormi, les chevaux dorment debout, mais peuvent aussi dormir couchés. Vous n'allez pas monter dessus, et puis tous les grains de sable et de poussière vont finir par blesser le cheval, par l'irriter et le blesser. Il faut le nettoyer, il faut vérifier si ses pieds sont propres. Parce qu'on ne dit pas les jambes, on ne dit pas les pattes du cheval ou les pieds les pattes du cheval. On parle de jambes, on parle de pieds. Vous vérifiez dans les sabots s'il n'y a pas de saleté, pour ne pas qu'au bout de 800 mètres, 1 kilomètre, votre cheval boite. Ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc vous avez tout un rituel de préparation qui vous met en condition dans les rapports avec l'animal et qui fait que vous allez utiliser cet animal le plus objectivement possible dans votre intérêt, mais aussi dans le sien. Vous allez prendre le taekwondo, vous arrivez dans une salle de taekwondo, vous saluez le maître par respect, parce que c'est le maître, c'est lui qui vous enseigne quelque chose. Et quand on dit maître, ça veut dire que d'une certaine manière, vous êtes son disciple, au moment en tout cas où vous pratiquez. Un instructeur a des élèves, un maître a des disciples. Donc il faut se mettre dans la tête que quand on vient dans une salle de karaté, une salle de jujutsu, de judo, de krav maga même, la personne qui est en face de vous, qui a le titre d'instructeur, mais c'est d'abord un maître. C'est quelqu'un qui maîtrise l'art et qui va vous l'enseigner avec toute la philosophie qui va avec, parce que dans les arts martiaux, il y a beaucoup de philosophie. On ne pratique pas le taekwondo pour aller taper le premier venu dans la rue. Vous voyez, on peut le pratiquer pour se défendre, on peut le pratiquer pour garder une certaine intégrité physique le plus longtemps possible, parce que ça fait travailler les muscles, les tendons, la souplesse, etc. Mais vous avez toujours un rituel, vous saluez la salle, vous respectez votre salle, vous devez être habillé en uniforme. Selon les arts martiaux, les uniformes sont différents. Et puis vous commencez, pas n'importe comment, vous êtes aligné, il y a d'abord l'échauffement, il y a plein de choses. Et dans toute la séance qui va durer 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, vous avez des pratiques bien particulières, caractéristiques au taekwondo, qu'on peut appeler le rituel, qui seront très légèrement différentes au karaté, qui seront encore différentes d'une autre manière au jujitsu ou au kung-fu. Là, vous voyez, je mélange entre les japonais, les coréens, les chinois. Pareil pour l'Inde, pareil pour le Brésil avec la capoeira. Donc vous allez avoir à chaque fois un rituel dont fait partie le costume, dont fait partie le comportement physique, dont fait partie les rapports humains. Que vous soyez en face d'un maître, que vous soyez en face d'un disciple ou d'un élève, quand vous rencontrez, vous vous saluez. Ça montre le respect que vous avez tous les deux l'un envers l'autre et qui vous permet ensuite d'appréhender tout ce que vous allez faire, y compris les mauvais coups dont je parlais tout à l'heure. Je vous respecte, mais là, j'ai été malheureux et je vous ai tapé dans les parties intimes, ou je vous ai donné un coup au menton, ou je vous ai tordu une épaule. Vous voyez ? Tous ces rituels permettent de mettre l'esprit dans le cadre de ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas pratiquer le rituel de l'équitation au taekwondo. Vous ne pouvez pas arriver en disant, bon, je vais avoir un élève là, je vais le brosser, je vais le nettoyer, je vais vérifier si ses pieds sont propres, etc. Non. Vous avez un rituel particulier pour chaque discipline. Alors, justement, c'est très intéressant parce que quand on vous écoute, si on synthétise un peu, si on essaie de synthétiser votre pensée, on comprend que la personne qui pratique le sport, il est amené à développer, on va dire, une sorte de loi morale. En tout cas, il y a un aspect moral, il y a un aspect philosophique dont vous avez parlé, il y a un aspect de la connaissance de soi-même, de la gestion de ses rapports avec les autres. On a parlé de l'humilité, on a parlé de la force, si je peux, de la force, de l'humilité, du courage, de la tempérance. On a les 4 vertus cardinales. Donc, si on a une philosophie, on a une morale, on a une pratique, entre guillemets, rituelique, on a des vertus, on a la profession des vertus cardinales, est-ce que le sport est une religion ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, moi j'ai réussi à comprendre quelque chose, ce que moi m'apporte le sport. Quand je dis m'apporte, ça veut pas dire que j'ai réussi à arriver à ce niveau-là. Mais j'ai compris que le sport apportait la sagesse, la force et la beauté. La sagesse parce que toutes ces règles arrivent à vous pousser à l'effort que vous-même vous ignoriez être capable de faire, ou à réfréner vos pulsions les plus négatives. Ou même quand elles sont positives, des fois elles le sont tellement que par excès de zèle, elles peuvent devenir négatives pour l'équipe, pour l'adversaire ou pour soi-même.
Donc c'est véritablement un processus initiatique, le Ah, sport. tout à fait. Ah oui, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que déjà, chaque sport que vous commencez, vous avez des thèmes de formation, d'entraînement physique, de préparation, qui n'ont quelquefois rien à voir avec le sport. Quelquefois, pour la personne qui est un petit peu pressée, elle va se dire, moi je suis venu faire du taekwondo, mais qu'est-ce qu'on est en train de me faire faire? C'est préparatoire à ce que vous allez pouvoir faire ensuite. C'est parce que vous savez faire vos étirements que vous n'allez pas vous claquer un tendon, que vous n'allez pas vous déchirer un muscle. Quand vous regardez les footballs s'entraîner, à lever les jambes comme ceci, à tourner à l'intérieur entre des cônes et tout, ça ne ressemble absolument pas à du football. Mais quand vous regardez bien une séance ou deux d'entraînement et que vous les voyez sur le terrain, vous arrivez à vous dire, non, les gars, ils sont bien préparés, parce qu'il y a des équipes, on voit qu'elles sont plus ou moins résistantes parce qu'elles sont plus ou moins bien préparées à la performance à laquelle elle doit aboutir. C'est pareil pour tous les sports. Si vous n'échauffez pas votre cheval, vous êtes sûr que vous allez le claquer. Et vous pouvez vous blesser. Parce que si vous ne préparez pas bien votre cheval, si vous ne le détendez pas, si vous ne l'assouplissez pas, si vous n'échauffez pas ses muscles, selon le caractère, parce que l'équitation a ceci de particulier, c'est le seul sport où le coéquipier est un animal, comme nous. Mais l'Equus cavallus n'est pas l'Homo sapiens. Vous voyez? C'est un animal qui reste relativement primaire par rapport au canon de l'intelligence et de la morale que nous nous sommes fixés en tant qu'êtres humains. Par conséquent, il faut savoir lui demander les choses. Quand vous faites 80 kg, 70 kg, 75 kg, et que vous montez sur un animal qui fait 600 kg, je peux vous dire que le jour où l'animal n'a pas envie d'exécuter ce que vous avez, il sait le faire savoir. Et là, vous vous posez des questions. Et si vous ne maîtrisez pas techniquement et humblement tout ce que vous avez appris avant, en lui demandant, en quelque sorte, en caricaturant, s'il te plaît, tu peux essayer de m'exécuter ça, il le fera. Si vous y allez par la force, il peut se laisser faire une fois, il peut se laisser faire 2 ou 3 fois, parce que c'est un animal, il a aussi sa patience, quoi qu'on dise. Mais le jour, il va vous dire non, là c'est terminé, parce que tu me fais mal, parce que tu me pèses trop dessus, parce que tu n'as aucun respect pour moi. Et je vous dis, 800 kg contre 80 kg, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pour éviter ça et aboutir à la performance, que ce soit de la course, que ce soit du jumping, que ce soit de la promenade à cheval, allez savoir pourquoi un cheval qui a vu plein de choses va refuser tout d'un coup de traverser un petit ruisseau, alors que la veille, vous le baignez dans le fleuve. Qu'est-ce qu'il a vu qui lui fait peur? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est les feuilles qui traversent, qui sont emportées par l'eau du ruisseau, par le flux? Est-ce que c'est tout simplement les cailloux ou le bord un petit peu vaseux? Il y a quelque chose qui fait que la veille, vous l'avez tiré, vous êtes baigné avec lui dans un fleuve, et un petit ruisseau de 1,50 m, il ne voudra même pas l'enjamber, même pas le sauter. Il va vous dire non, je n'y vais pas. Là, il faut de la persuasion, il faut de la technique, il faut de la psychologie. Là, c'est pour le cheval. Alors, imaginez-vous pour les êtres humains. Ça va au-delà de ça. Par rapport à vos collègues de travail, par rapport à vos élèves si vous êtes professeur, par rapport à votre professeur si vous êtes élève, par rapport à votre médecin. Il y a une communication quand vous allez chez le médecin. Si vous ne savez pas lui expliquer ce que vous avez, ou si vous l'expliquez mal, ben, il va diriger ses recherches d'une manière fausse. Et vous allez l'accuser. Ah, il est nul ce médecin. Mais non. On ne peut pas arriver en disant à quelqu'un, j'ai mal à la tête et j'ai mal à la tempe. Même si la tempe se trouve sur la tête. Parce que dans notre vocabulaire, ça a 2 significations différentes. Si vous avez mal aux dents, vous avez mal à la tête, puisque les dents se trouvent sur la mâchoire inférieure ou supérieure, et qui se trouvent sur ce qu'on appelle la tête d'un être humain. Il va vous faire un scanner du cerveau, or vous avez mal à la dent. Mais il n'est pas dentiste, donc il n'a pas pensé à aller fouiller dans vos dents. Surtout que vous lui avez dit, j'ai mal à la tête. 3 jours plus tard, vous avez encore mal. 1 mois plus tard, vous avez un abcès, vous allez accuser le médecin. Non. Ça dépend des relations que vous avez. C'est-à-dire que dans la vie, tout est ritualisé, en fait. Et malheureusement, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que l'être humain, l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme sage, oublie de plus en plus à respecter son environnement. Et donc, la nature, et dans cette nature, les animaux et les hommes qui font aussi partie de cette nature. À partir du moment où l'ego devient surdimensionné à notre insu, bien souvent c'est involontaire, vous avez ce genre de résultat qui fait que, bon, on a beaucoup de dissensions. Alors un cheval va vous le dire d'une certaine manière. Sur un match de football, certains joueurs vont réagir
en fonction de vos comportements, ou dans un match de boxe ou de taekwondo. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tout le monde qui se plaint. Il y en a qui vous regardent, qui vous disent, bon, c'est pas grave. Parce qu'ils ont acquis une certaine sagesse. C'est pour ça que je disais, moi, le sport, je pense, apporte la sagesse. Ensuite, la force. Pourquoi? Parce qu'il développe, ou en tout cas, entretient votre structure mécanique qu'on appelle le corps humain. À partir du moment où vous faites des mouvements répétitifs, vous devenez de plus en plus souple, de plus en plus fort. Vous perdez les graisses, vous perdez les toxines, vous perdez tout ce qui nuit à votre santé et qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, vous rattrape par un diabète, par des courbatures, par un dos qui est complètement difforme. Donc, le corps vous apporte la force. Mais quand le sport vous apporte la force, et ensuite la beauté, la sagesse, la force, pourquoi la beauté? Tout simplement parce que pour obtenir la performance, que ce soit pour une compétition, que ce soit pour son plaisir personnel, il faut le geste technique parfait. Quand vous voyez les gymnastes aux Jeux Olympiques, vous vous rendez compte qu'il y a du travail, il y a de l'abnégation. Quand vous regardez un cheval et un cavalier faire un parcours de concours hippique à des hauteurs pas possibles, sur 13, 14, 15 obstacles avec des difficultés techniques, vous vous dites ça a l'air facile. Mais combien d'années d'entraînement pour arriver au geste parfait, pour arriver à la bonne foulée qui fait que le cheval ne part pas trop tôt et ne s'écrase pas dans l'obstacle, ou ne part pas trop tard et n'arrive pas à lever ses antérieurs et ramasse l'obstacle. Ou alors carrément, parce qu'il est un petit peu éduqué, entraîné, se dit je n'y arrive pas et il s'arrête. Et quand vous êtes à 350, 400 mètres minutes et qu'un cheval tout d'un coup vous dit stop, c'est là que vous vous rendez compte que lui il fait 800 kg et vous 80. Que les 800 kg se plantent en terre et que les 80 kg passent par-dessus ou au travers de l'obstacle. Là vous vous dites j'ai fait une faute. Parce qu'il faut avoir l'humilité aussi de se dire que c'est nous qui faisons la faute. De la même manière pour l'haltérophile. Si vous insistez aujourd'hui sans entraînement à dire bon je me suis un petit peu échauffé, je vais soulever 150 kg, vous allez forcer. Il va y avoir des séquelles obligatoirement. Si elles ne sont pas immédiates, vous allez les payer très cher plus tard. Donc il faut que le geste soit beau, techniquement faisable, gérable, pour obtenir la performance du saut. Regardez les gens au triple saut, qui est un sport très technique. Quand on voit les coachs, quand on voit les entraînements, simplement lève ton genou à un certain niveau. Non, ton appel, tu vas trop vite, prends la vitesse. Quand vous voyez la gestion d'un 800 mètres, même d'un 100 mètres, ou pire d'un marathon, quel entraînement? Qu'est-ce qui passe par la tête du sportif ou de la sportive qui court 42 km, qui a donc le temps de réfléchir? Qu'est-ce qui lui passe par la tête quand il sait qu'il est deuxième, qu'il peut faire un petit effort pour être le premier et être champion olympique, alors que son adversaire est à 500 mètres devant? S'il a été bien entraîné, il va savoir qu'à 10 km de l'arrivée, commencer à marquer l'accélération, ça peut lui causer un préjudice. Donc là, l'esprit, tenu par le corps, va lui dire, patiente. Et rappelle-toi de ce que ton coach et tes entraîneurs t'ont dit. Rappelle-toi de comment réagit ton corps à tel effort. Si tu pars trop tôt, tu vas t'essouffler, tu n'arriveras pas. Attends, le dernier kilomètre, tu pousses ton accélération. Vous voyez? Toujours. Et c'est la beauté du sport. C'est ça. En dehors du fait qu'il est conservé physiquement, il a une mentalité humble de se dire, ok, je me mets à la disposition du savoir de mon entraîneur, du savoir de la science du marathon, ou de la science équestre, ou de la science du karaté, et je fais comme ça doit être fait. Et ceux qui gagnent, c'est toujours ceux qui sont optimum, pas maximum. Optimum, c'est-à-dire qu'ils font exactement ce qu'il faut, au moment où il faut, avec l'effort qu'il faut, avec la volonté qu'il faut, et avec le geste qu'il faut. Et le geste, bien fait, c'est la beauté. En dehors du fait qu'un sportif est toujours en meilleure condition physique par rapport au manuel d'anatomie. Quand on voit un écorché, quand on voit un squelette, on voit comment il a la forme. Bon, un sportif ressemblera plus facilement à un écorché dans un livre d'anatomie que quelqu'un qui ne pratique pas le sport et qui mange des spaghettis ou des shawarma tous les jours. Vous voyez? Donc, la sagesse, la force et la beauté. Maintenant, pour y arriver, ça, c'est une autre histoire. Mais justement, parce que quand on vous écoute, on se dit vraiment, c'est extraordinaire le sport. C'est pas juste une activité pour passer le temps. C'est une discipline de vie, c'est moral, c'est philosophique, c'est apprendre à respecter l'autre, apprendre à connaître l'autre, toutes les vertus que ça développe, En fait, en réalité, ça développe l'individu sur tous les plans.
euh, et des individus qui sont dans cette logique de pratique sportive avec évidemment cette intention-là de se parfaire et de s'améliorer, eh bien, à la limite, on peut dire que le sport fait des citoyens parfaits. Et que si tout le monde faisait du sport, tout le monde, c'est-à-dire que si dans l'éducation, il y avait la pratique régulière, assidue d'un sport avec l'esprit qui va avec, donc pas juste le corps, pas juste la dimension corporelle, mais la dimension spirituelle aussi, et on aurait vraiment un monde concrètement et véritablement meilleur. Alors, pourquoi ça n'est pas le cas? Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas du sport? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un monde parfait à ce moment-là? Ce que vous dites là, nos anciens, nos aïeux l'avaient fort compris. Regardez les statues grecques, regardez les statues romaines. Les corps sont parfaits. Mais le sport était poussé, le gymnase était une institution incontournable pour celui qui ne faisait pas de philosophie ou pour celui qui ne faisait pas de politique. Il fallait aller au gymnase. C'est vrai que ça permettait des rencontres sociales, ça permettait de faire du business, comme on peut dire, mais c'était l'entretien du corps. Il y avait un culte du corps. Ça, c'est la première chose. Pour être plus terre à terre, mais pendant que vous êtes à l'entraînement, vous n'avez pas le temps de traîner dans la rue, à faire du wheeling sur une rue ou à menacer la vie des gens avec votre scooter. Vous comprenez? Vous n'avez pas le temps d'aller chercher des noises à quelqu'un, parce que vous vous dépensez physiquement à faire quelque chose d'autre qui vous intéresse. Le sport, il faut le faire en fonction de son intérêt personnel. Vous avez des gens qui ont commencé dans un domaine et qui ont fini dans un autre, parce qu'en s'affinant, ils se sont rendus compte que mon organisme m'attire plus vers cette discipline, où je me sens mieux et où j'ai des petits résultats. Et si vous avez quelqu'un qui vous suit, qui vous dit « Continue, continue fiston, continuez monsieur », parce que là, vous avancez dans une... On pourrait même peut-être essayer de faire des petites compétitions. Et les petites compétitions viennent toujours des petits championnats régionaux ou nationaux. Ce n'est pas le but de dire que chaque fois que je fais du sport, je vais être médaillé olympique, champion olympique ou le champion du monde. Ce n'est pas le but. Mais si déjà vous êtes champion du monde par rapport à vous-même, si par rapport à vous-même, vous savez que le matin, vous vous leviez, vous aviez des courbatures, même à 35 ans, et que depuis que vous pratiquez le sport, le matin, vous vous levez, vous êtes en pleine forme. Parce que vous respectez encore, on en revient à ça, un certain rituel. Je vais me lever une demi-heure plus tôt, mais je vais aller courir un petit peu, quelques pompes, quelques assouplissements, tout, avant d'aller prendre mon café, de fumer ma cigarette, parce que malheureusement, il y a des sportifs. Vous êtes fumeur, vous? Ah oui, mais malheureusement, ça arrive. Personne n'est parfait, vous voyez. Personne n'est parfait. C'est un sport, hein? Ah non, là, c'est pas un sport. mais je fume peu, hein, je fume relativement peu, par rapport à ce que j'ai eu à fumer. Mais pour dire que vous respectez un certain rituel, c'est pour votre plaisir personnel, parce que vous savez que vous vous sentez bien dans votre peau. C'est ça l'avantage du sport. Et si on se sent bien dans sa peau, automatiquement, on se sent bien dans sa tête. Et si on se sent bien dans sa tête, on est beaucoup plus social et sociable, on est beaucoup plus humble, on est beaucoup plus communicatif dans le bon sens du terme. Oui. Pendant qu'on fait du sport, qu'on s'entraîne à faire du sport, ben on ne s'entraîne pas à aller tuer des gens pour aller faire la guerre. Il faut des soldats. D'ailleurs, les soldats font du sport. D'ailleurs, les soldats font du sport pour être dans une condition physique maximale au moment où ils vont être utilisés pour l'application qu'ils ont de leur arme ou de leur unité. Donc le sport est indubitablement collé à notre, comme je disais tout à l'heure, à notre physique mécanique. Une articulation, qu'est-ce que c'est? C'est deux os qui sont reliés par des tendons et une articulation bien huilée dans une matière bien particulière qui est le cartilage. Bon, si ce cartilage est habitué à produire de la synovie, votre articulation, elle ne risque pas de rouiller. À partir du moment où vous ne pratiquez pas, la synovie est de moins en moins produite et on se retrouve avec des arthrites, de l'arthrose. Il est trop tard. Il est trop tard. Donc c'est un bienfait. Moi, j'encourage les gens à faire du sport sans faire de la compétition. Et puis, on va arriver dans... Oui, mais j'ai pas le temps. Non. Non. Il m'est arrivé parce que je n'avais pas le temps de me lever à 5 h du matin pour faire ma demi-heure de sport. Et là, j'avais mon rituel. Ah ben tiens, je commence d'abord par de la marche. Après, je fais du vélo. Après, je fais des pompes. Après, je fais ceci. Après, je fais cela. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, il faut bien sécher pour laisser le corps reprendre un petit peu de sa tonicité. Je vais prendre mon petit déjeuner, etc., etc. Où je m'astreins à ne pas trop vite fumer, à ne pas manger n'importe quoi.
Parce que ça demande une certaine discipline. Alors au début, on va dire, oui, bien sûr, mais bon, c'est fatigant. Oui, mais quand on sent qu'on se sent mieux, quand au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 10 ans, on sent qu'on est bien. Mais par contre, quand on a arrêté le sport pour X raisons, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de maladie, on a arrêté le sport pendant 1 ou 2 mois, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Parce que ça devient comme une drogue. Vous voyez? Donc ça influe sur le mental. C'est pour ça que je dis, et le mental fait partie de l'esprit. C'est-à-dire le sport et l'esprit. Parce que quelqu'un qui mettrait l'esprit et le sport, est-ce que l'esprit est capable de convaincre le corps d'aller faire du sport? Il faut que le corps lui-même s'auto-convainque. J'ai besoin de le faire. Mais dans quel cadre je vais le faire? D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Et dans quel cadre je vais le faire? D'où on apprend. D'où, aujourd'hui, on a Internet. Donc, on peut aller sur Internet voir comment est-ce qu'on peut faire du sport à la maison. Donc, c'est mon cellulaire qui est mon coach. Parce que personne ne détient la science infuse. Et en matière de sport, ça ne pardonne pas. On se trompe en général 1 fois, 2 fois. Mais il y a un moment où ça claque. Il y a un moment où ça pète. Et c'est douloureux. La sanction est toujours douloureuse. Alors, pour prendre un exemple très concret, moi, là, en l'occurrence, on est en Côte d'Ivoire. J'ai un gamin qui a 10 ans et un autre qui en a 15. Ou encore un qui en a 5 ou 6, peu importe. Je veux qu'il fasse du sport. Par quoi est-ce que vous conseilleriez qu'il commence? Et puis ensuite, est-ce qu'on a l'offre sportive adéquate ici? Est-ce qu'on a, je ne sais pas, assez de gymnases, assez de salles de kung-fu, de taekwondo, d'aïkido? Est-ce qu'on a le moyen de faire de l'équitation, du tir à l'arc, etc., etc. Est-ce que cette offre de sport est développée? Alors, votre question a 2 volets. Qu'est-ce que je lui conseillerais de faire? Bon, un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans, jusqu'à on va dire, la majorité, 20-22 ans, la majorité physique en tout cas, vous remarquerez que s'ils ne sont pas hyperactifs, les jeunes, les ados ou les enfants sont très actifs. Vous connaissez votre enfant, si c'est vous qui l'éduquez. Vous connaissez votre enfant. Vous savez ce vers quoi il pourrait tendre. Laissez-le faire. Inscrivez-le. Inscrivez-le. Ça peut être à l'école, j'ai envie de faire du foot. J'ai envie de faire du ping-pong. Le ping-pong, c'est très tonique. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire de la danse. Oh, oui, mais t'es un garçon. Mais alors, il y a des garçons qui dansent. Allez, c'est pas grave, laissez-le faire. L'essentiel est qu'il se dépense parce que son organisme en a besoin. Et si son organisme en a besoin, ça influera sur son mental favorablement. Maintenant, le deuxième volet de la question, c'est est-ce qu'il y a toutes les structures? Non, mais dans tous les pays, il n'y a pas toutes les structures. Même en France, même aux États-Unis, même à Paris, bon, vous allez faire du taekwondo, mais manque de bol, vous habitez à 10 km. Donc ça devient une corvée pour le parent, pour la maman, pour le papa, d'accompagner son enfant, alors que, bon, il y a le métro à prendre, il y a ceci. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, intermédiaires, avant d'en arriver à. Et puis dans l'éducation, vous pouvez faire comprendre à votre fils que, bon, effectivement, tu peux faire tel sport, mais tu pourras le faire que tous les dimanches parce qu'on ne peut pas y aller. Après, c'est l'éducation. C'est votre don de persuasion et votre niveau d'éducation que vous pouvez donner à votre enfant, votre autorité, qui fera comprendre à l'enfant que, bon, fais ça, 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 mais ça, tu pourras faire que le dimanche. Et puis un jour viendra où vous saurez trouver comment faire pour qu'il puisse assouvir sa passion et s'exprimer pleinement dans ce qu'il aime. Mais il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, on a quand même pas mal de structures sportives. On a quand même pas mal de formateurs. Vous parliez, pour ne parler que des exemples que vous citiez tout à l'heure, il y a du tir à l'arc, il y a du paintball. Bon, on peut faire du cross, on peut faire du vélo. Les arts martiaux, la Côte d'Ivoire est un des plus grands producteurs d'arts martiaux, un des plus grands producteurs d'athlètes efficaces et performants en taekwondo. On a eu un champion olympique. On a eu un champion olympique, on a eu une championne du monde, on a des champions continentaux, on a des pratiquants qui sont vraiment à la pointe du taekwondo mondial. Bon, ça dépend aussi du développement et de la gestion de la fédération. On est quand même plusieurs dizaines de milliers en Côte d'Ivoire de pratiquants de taekwondo. Vous voyez? Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'aïkido, ce qui n'est peut-être pas le cas même de la boxe, qui a eu son temps, mais bon, faute de sponsoring, faute peut-être de compétences dans la gestion d'une fédération ou dans la gestion. Peut-être que la boxe est un petit peu tombée, mais on a toujours de très bons boxeurs. Peut-être que
Le système ne sait pas les exploiter. Non. Et puis l'Africain en général est quand même resté beaucoup plus sportif que l'Occidental. On a moins d'obèses pour le moment en Afrique qu'on en a en Europe ou aux États-Unis. Même qu'en Chine, paraît-il. Ce qui nous a peut-être aidé pour le coronavirus. Ce qui nous a certainement aidé, d'après les médecins, pour le coronavirus. D'abord la jeunesse, et puis l'état physique de tous les patients. Ensuite, on a plusieurs sports. Bon, évidemment, le football, tous les sports de ballon, les sports de balle. On pratique le tennis. Bon, même la pétanque, même le golf. Vous savez, petite anecdote, comme tout le monde, les a priori. Ah, le golf, c'est un sport. C'est un sport, le golf? Ah bon? Et un jour, j'ai un de mes amis qui m'a invité sur un terrain de golf. Au cours d'un week-end à San Pedro, on est allé là-bas. Il dit, tiens, viens, on va essayer. Et je peux vous assurer que déjà, quand vous faites un 9 trous, c'est compliqué. Quand vous faites un 18 trous, quand les trous sont séparés de 250, 300, 400 mètres. Mais pour faire 400 mètres, il faut en faire 800. Pourquoi? Parce que la balle, elle n'est pas allée vraiment là où vous voulez aller. Et puis de toute façon, il faut aller à droite, à gauche, à droite, etc. Mais c'est du sport. Alors évidemment, c'est peut-être pas très spectaculaire physiquement, mais vous transpirez, vous restez debout, vous apprenez. Alors là, c'est un sport qui est quand même très très mental. Il faut vraiment apprendre à se maîtriser. Il y a ceci de paradoxal, c'est que vous voulez lancer la balle très loin. Il ne faut pas taper très fort en fait, mais il faut avoir le beau geste. Et là, votre balle partira. On revient à la beauté. On en revient encore à la beauté. Donc, pour avoir la beauté du geste, il faut l'entraînement. Il faut quand même une certaine résistance. Il faut une certaine force. Et il vous faut toujours la sagesse. Pour savoir qu'à ce moment-là, il faut que j'attende mon tour. Il faut avoir quand même beaucoup d'étiquettes, puisque dans tous les sports, il y a une étiquette. Mais il y a des sports plus prononcés dans ce domaine que d'autres. Le golf, les arts martiaux, l'équitation, etc. Mais il y a toujours une étiquette. En boxe, il faut savoir se comporter. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on voit les boxeurs s'invectiver. Ça, c'est le show. Ils s'invectivent parce que c'est le show, parce qu'il faut faire marcher les chaînes de télévision, les sponsors, etc. Pendant que le gars il gesticule, on voit que sur son short, il y a telle marque de fabricants de shorts, etc. Et puis c'est le petit côté un petit peu négatif du sport, c'est qu'aujourd'hui il a tellement été matérialisé qu'il est devenu complètement pécuniaire. Le sport, c'est l'argent. Bon, d'accord. Mais si vous faites du sport pour aller gagner de l'argent, en général, vous allez au-devant de grandes désillusions. Faites le sport pour vous-même, faites le sport pour votre autodiscipline, et de là, vous-même, vous pourrez auto-percevoir vos potentialités et les exploiter pleinement. Et on peut vivre de la pratique sportive en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a qui en vivent. Il y en a qui ont des salles qui en vivent. Ça n'est pas aussi développé qu'au Canada, parce que bon, vous avez des pays aussi où il y a l'hiver. En hiver, les gens s'embêtent. Ils ne peuvent pas courir dehors parce qu'il y a du verglas et parce qu'il fait trop froid. Parce que, vous savez, quand au Canada, moi j'ai des amis qui sont là-bas qui disent que quelquefois, pour attendre le bus, ils sont obligés d'attendre à la maison, de regarder l'arrêt de bus et de ne sortir que quand ils voient le phare du bus arriver la nuit. Parce que quand il fait moins 36, vous ne pouvez pas attendre à l'arrêt de bus. Vous allez au boulot, vous revenez. Bon, vous pouvez faire du sport à la maison, mais la plupart du temps, ils vont dans des salles sportives. Donc les salles de sport sont très très développées là-bas. Et puis après, c'est une question de mentalité. Il faut qu'on arrive ici aussi à montrer aux gens que le sport, c'est quelque chose qui ne peut faire que du bien. Je crois que vous avez déjà commencé à faire ça au niveau de l'équitation. Vous avez une casquette fédération ivoirienne d'équitation, si je ne m'abuse. Oui, oui. J'ai été incidemment nommé directeur technique national de la fédération d'équitation. Et on travaille à ça. À voir comment dans les écoles on peut aller percevoir quelques talents, comment on peut intéresser, parce que par exemple l'équitation est un sport qui a la réputation d'être très cher. Mais vous pouvez pratiquer l'équitation sans avoir un cheval, puisqu'il y a des structures qui existent qui mettent des chevaux à votre disposition. Donc dans ce cas, la fédération s'est dit, bon, on va voir si dans les écoles, on peut voir si il y a des personnes, des enfants, qui seraient prêts à essayer. Et puis vous allez découvrir des talents, ça c'est sûr. Et puis après, dans l'équitation, vous n'avez pas que monter à cheval. Il y en a qui vont savoir, monter à cheval c'est bien, mais c'est pas mon truc. Soigner les chevaux, oui, ça m'intéresse. Préparer les chevaux, oui, ça m'intéresse. Vendre du matériel pour l'équitation, oui, ça m'intéresse. Fabriquer des fers, parce que nos chevaux sont ferrés pour protéger les sabots. Fabriquer des fers et tout ce qui est, on va dire, paramédical de l'équitation. Fabriquer des selles, fabriquer des harnachements.
Parce qu'à côté de ça, son papa est cordonnier. Il n'a fabriqué que des chaussures. Et lui, il va se rendre compte qu'il a déjà une petite perception du métier de par son père. Et en plus, il est dans le cheval. Et on a besoin de fabriquer des bottes. On a besoin de fabriquer des selles. Voilà. Des harnachements, des tapis, des choses comme ça. Donc, il va monter à cheval incidemment comme ça. Mais ce n'est pas ça sa passion. Par contre, fabriquer des selles, l'amour du travail bien fait. Et de voir que sur le dos des chevaux, ce sont ces selles qui sont posées là. Voilà. C'est une question de passion. Donc le sport peut amener à plein de choses. Moi, je me rappelle d'un grand footballeur, un grand gardien de but qu'on a surnommé le chat, un Allemand pour ne pas le citer, Sepp Maier, dont j'ai appris plus tard qu'en fait, il était gestionnaire de grandes salles de sport en Allemagne. Il avait fait fructifier son argent, il avait conçu des salles de sport, et il est à la tête d'un grand groupe de salles de sport. Donc ensuite, de matériel sportif. Donc ensuite, après, il y a sa griffe. Donc ça amène à certaines choses. Tout le monde n'est pas un aussi grand sportif que Sepp Maier, ou ne le deviendra pas. Mais, vous savez qu'à partir du sport, ça peut vous développer dans votre esprit beaucoup d'autres ouvertures. Alors évidemment, il y a des sports plus ou moins populaires pour revenir à la Côte d'Ivoire. En plus, là, on a eu le Covid, donc là, il y a beaucoup d'activités sportives qui sont arrêtées et qui commencent à reprendre timidement. Aujourd'hui, le sport du monde, les jeux du cirque des Romains ou des Romains à l'époque, aujourd'hui, bon, c'est le football. On met 22 acteurs, 50 000 personnes, et puis c'est fini. On a pendant 1h30, 2 heures, on a la tranquillité de 50 000 personnes qui sont derrière leur équipe. Vous voyez? Et comme ça génère des fonds, évidemment, on peut comprendre que les carrières des footballeurs qui s'arrêtent très tôt, bon, ils soient suffisamment payés, parce qu'à 30-35 ans, ceux qui insistent à 40 ans, ils ont fini de bosser. Bon, il n'y a pas la retraite, il n'y a pas tout ça. Donc, bon, ils ont gagné, maintenant ils réinvestissent. On a le cas de plein de footballeurs qui sont restés dans le football en étant coach, d'autres qui ont monté des salles de sport, d'autres qui ont monté des marques, etc. Donc ça vous ouvre des potentialités, sans forcément se dire que je veux faire du sport pour être champion olympique. Ce qui peut arriver, ce qui titille un petit peu tout le monde, la compétition, passer à un autre niveau, se comparer aux autres, parce que c'est ça la pratique du sport. C'est toujours se comparer aux autres, même à soi-même déjà. Je fais mieux cette semaine que je ne faisais il y a 2 mois, parce que j'ai évolué dans ma pratique, mon corps aussi a évolué favorablement, donc je me sens mieux. Mentalement parce que j'ai fait des progrès, et physiquement parce que le sport a un impact positif sur l'organisme humain, et l'organisme animal en général. Là, je pense vraiment, je vous remercie parce que je pense qu'on a vraiment bouclé la boucle et qu'on a bien compris que le sport était une pratique profondément impactante sur l'individu, qu'elle lui permettait de développer des vertus, qu'elle lui permettait de se développer, d'aller vers le meilleur de lui-même, de mieux comprendre les autres, de ritualiser son existence de manière à pouvoir se dépasser à chaque fois. On a compris que ça pouvait développer des passions, que ça pouvait même être au-delà de la philosophie, de la morale que ça apporte aux citoyens, que ça pouvait même être un facteur de développement financier en développant différentes activités annexes aux activités sportives. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement complet et nous comptons en Côte d'Ivoire sur des gens comme vous pour continuer, pour persévérer dans le développement des différentes activités sportives. Et merci à vous et par analogie à tous ceux qui font comme vous et qui nous donnent la passion du sport et l'envie de nous dépasser. Vous savez, permettez-moi juste 2 petites anecdotes. Quand je dis que le sport amène à développer d'autres potentialités, je me rappelle, parce que ça m'avait touché au plus profond de moi, quand Zinedine Zidane a arrêté sa carrière. On lui a demandé, mais ça vous fait rien du jour au lendemain d'arrêter les feux de la rampe, d'arrêter les hurrahs, d'arrêter. Il dit si bien sûr, mais c'est pas tellement ça. Par contre aujourd'hui, je vais pouvoir vivre normalement. Je vais pouvoir rester avec ma famille. Je vais pouvoir manger à peu près tout ce que je veux. Et c'est là que je me suis rendu compte que la discipline qu'il fallait pour quelquefois briser les pulsions naturelles pour obtenir
la meilleure performance. Et Zidane nous a prouvé qu'en termes de performance footballistique, c'était une pointure. Même d'art martial, avec son coup de tête. Ah, exactement, voilà. Mais alors ça, c'est le mauvais côté du sport. Parce que c'est pas le mauvais côté du sport, c'est que malgré tout, vous ne ferez pas de votre enfant un demi-dieu, ou même si commercialement il l'est parce qu'il s'appelle Messi ou Ronaldo, ou Tyson ou Cassius Clay. Mais vous avez quand même ce qui fait un petit peu le charme de l'humanité, avec un grand H, c'est qu'on garde quand même je ne veux pas dire nos potentialités, parce que donner un coup de tête à quelqu'un, évidemment, il faut avoir un bon coup et un bon front. Mais c'est surtout, on a chacun nos petits défauts, quand on est, on a des gènes différents, on a des empreintes digitales différentes, on a des éducations différentes. Et au-delà des religions, des cursus scolaires différents et tout. Donc on a chacun notre personnalité unique au monde. Unique au monde. Et dans cette personnalité, bon, il y a des petites dérives. Alors c'était un bon footballeur très discipliné par rapport à son coach, très discipliné par rapport à sa vie sportive, par rapport à son régime alimentaire et tout. Mais dès qu'on lui donnait un mot de travers, aussi blessant soit-il, il a réagi de manière tout à fait primaire, sinon primitive. Ça peut arriver. Et le mauvais côté du sport, là cette fois-ci, parce que la perfection n'existant pas, il y a quand même un petit mauvais côté. Oui, le mauvais côté du sport, c'est qu'on arrivait à un tel niveau de commercialisation que l'argent a pris le dessus et que la mondialisation de son succès permet quelquefois aux sportifs d'aller au-delà des comportements qui lui sont permis. Parce qu'en tant que sportif, on dit toujours que c'est un exemple. Mais la publicité, l'argent, le nombre de fans aujourd'hui, le nombre de vues, le nombre de likes, l'ego surdimensionné peut réapparaître. Et ce qui est vraiment paradoxal, autant il peut être discipliné dans sa vie sportive, dans sa vie professionnelle, parce que ce sont des sportifs professionnels, et autant, dès qu'il en sort, il va commettre tous les excès, à aboutir quelquefois à des drames. Ça, c'est un petit peu le défaut. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme de l'humanité, c'est que tout le monde ne peut pas être gris. On ne peut pas rester tous dans le même canevas. Non, chacun a sa personnalité. Il faut savoir quelquefois la réfréner parce que c'est dommage. Il y en a même qui ont fini leur carrière de manière dramatique parce qu'ils se sont laissés emporter par des succès, par des... Voilà. Et puis, la deuxième anecdote, c'est Miyamoto Musashi, qui était un sabreur, un escrimeur entre le 16e et le 17e siècle. Je crois qu'il est né en 1584 et qu'il est mort en 1645, quelque chose comme ça, qui était un sabreur, qui avait développé l'art du sabre à tel point qu'il n'a jamais perdu aucun combat de ses 61 confrontations. Mais quand il a poussé la spiritualité de pourquoi il faisait ce qu'il fait, pourquoi il devait aboutir au geste parfait, ça lui a développé une spiritualité qui l'a amené à devenir peintre, poète, calligraphe, parce qu'en Asie, les écritures sont différentes de l'écriture latine et sont beaucoup plus, je veux dire, artistiques dans la façon de... Enfin, pour nous qui ne la connaissons pas. Et chez eux, c'est vraiment une science, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a poussé la spiritualité de son art dans d'autres disciplines. Mais de toute façon, l'art martial, c'est un art. Bien sûr, c'est un art martial, c'est un art de guerre, mais c'est un art martial. Donc ça veut dire que si c'est un art, même dans la guerre, il faut avoir la beauté du geste pour que le geste soit suffisamment efficient, malheureusement pour tuer suffisamment de combattants ou pour battre des généraux. C'est ça. Il y a même l'exemple, à peu près à la même époque, d'un maître de thé à qui on expliquait, à qui on avait demandé, mais il est maître de thé, pourquoi l'empereur t'a nommé général? Lui dit, c'est pas. Donc je veux me confronter à toi. Il dit, d'accord, toi tu te confrontes dans ta démonstration de sabre, moi on se confronte, et moi dans ma démonstration de thé. Et le sabreur a appris, lui il ne fabriquait pas du thé, il savait se battre. Mais la manière, puisque en Asie, en Chine, au Japon, l'art du thé, c'est quelque chose de vraiment ancré dans leur culture. Et la manière dont ils préparaient le thé, qui faisait que même l'empereur l'avait pris à ses côtés parce que son thé était exquis, a appris au sabreur, s'il voulait avoir lui aussi pratiqué un art exquis, il fallait qu'il adopte la même mentalité que le général, qui n'était général que parce qu'il faisait du thé. Mais en le mettant à côté de lui,
l'empereur avait eu la vision qu'il donne l'exemple, chacun dans sa discipline, de faire comme lui faisait son thé. Vous voyez. Là, ce n'est pas du sport. Mais le sportif, parce que le sabreur, c'est aussi un sportif, même si c'est son métier d'être guerrier, arrivait, avec un peu d'humilité, à copier dans un autre exemple ce qu'il fallait faire pour que lui-même puisse s'améliorer. C'est très intéressant, et puis même on perçoit un peu que le sportif aguerri, donc évidemment on parle de l'adepte, il est capable, s'il pousse son art à l'extrême, de rassembler un peu les trois classes traditionnelles de la société, c'est-à-dire la classe travailleuse artisanale, les artisans, la classe chevaleresque et la classe sacerdotale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'unifier ces trois, on va dire, ces trois classes de société. Mais bien sûr. À travers leur art. Bien sûr. Ouais. Mais regardez l'osmose, enfin, l'inconscient collectif, ce que certains appellent l'égrégore que vous avez dans un stade. Je ne vais même pas parler de football, parce que dans le football, vous avez ceux qui sont pour l'un et ceux qui sont pour l'autre. Et quelquefois, avec la mentalité actuelle, ça peut dégénérer. Mais regardez comment les gens, des milliers de personnes peuvent être à l'unisson, par exemple. Pour reprendre l'exemple du marathon. La fin du marathon se déroule, le dernier tour se déroule dans le stade. Quand l'athlète arrive, il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 personnes dans le stade. Regardez comment ils sont derrière lui, comment le gars, il est à bout de souffle, il n'en peut plus, 42 km, en 2 heures, à peine 2 heures, il n'en peut plus. Mais toute l'énergie de 30, 40, 50 000 personnes derrière lui font finir le dernier tour, quelquefois, dans des délais qui font battre des records du tour. Parce qu'il y a ce côté positif de l'admiration qu'ont les gens qui ne pratiquent. Même si tu pratiques un sport, au moment où tu es assis, que tu applaudis, tu ne le pratiques pas. Et quand tu vois l'effort d'un sportif, d'un sport que vous ne pratiquez pas, que l'on ne pratique pas, vous êtes en admiration. Quand vous voyez un athlète qui, aux 800 mètres, aux 200 mètres, se fait un claquage, il était parti pratiquement premier ou deuxième. Il se fait un claquage, donc c'est fini. Mais il continue. On vient pour le lever. Non, il finit sa course. En boitant, en pleurant, en souffrant. Il va finir 1 minute après les autres sur un tour qui fait 20 secondes. Il va finir 1 minute après. Mais il finit. Regardez la réaction des gens du stade. Là, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de religion, il n'y a rien. Il y a une admiration parce que l'esprit sportif est tellement ancré dans cette ambiance, surtout au travers de ce sportif, mais toute cette énergie vient sur ce sportif. Il capte, il se relève, il finit son tour. Là, on rentre dans les lois des lois métaphysiques. Et c'est pour ça que le sport, je dis, a un impact sur l'esprit. Quand il est bien pratiqué, on a parlé du détail par rapport à soi-même, par rapport à l'adversaire, par rapport à l'équipe, mais même par rapport au public. Regardez les matchs de football. Pour peu que les services d'ordre fassent bien leur travail, que les services de sécurité, que les organisateurs aient bien fait leur travail. Vous avez 2 factions qui supportent chacun leur équipe, des hurrahs pendant 1h30 avec prolongation pendant 2 heures, et puis tout le monde rentre tranquillement à la maison. Tout le monde est content et satisfait, quand bien même mon équipe a perdu. Parce qu'on a passé un beau moment de solidarité inconsciente. Alors qu'en fait, je suis en face d'un adversaire, puisque le supporter adverse, c'est aussi un adversaire. Vous voyez ? Et c'est ça, le sport arrive à faire ça. Et c'est une des rares disciplines qui arrive à faire ça. Vous n'aboutissez pas à ça en religion, vous n'aboutissez pas à ça en politique. En musique, c'est même très différent. Parce que je n'aime pas tel type de musique. Bon, le gars, c'est un virtuose. Mais franchement, j'aime pas ça. Alors que le sport, il y arrive toujours. Même si vous ne pratiquez pas. Parce que vous ressentez l'effort que l'homme est capable de faire quand il est vraiment bien disposé, quand il est au meilleur de lui-même. Alors, voilà. on précise pour ceux qui nous regardent que c'était juste un exemple que vous donniez, mais en fait, vous aimez la musique. Parce que tous les karaokés d'Abidjan se souviennent de vos exploits. Là, vous ne me ferez pas chanter un morceau. C'est pas possible. C'est même pas possible. Mais effectivement, bon, moi, c'est une question de culture. J'aime bien la musique, et puis j'aime bien écouter, même quand je ne connais pas. J'aime bien écouter la musique traditionnelle coréenne, du rock and roll, du hard rock, de la musique punk, et puis juste après, de la musique classique. D'ailleurs, même sur mes CD, enfin pas mes CD, mais mes clés ou bien mes enregistrements personnels, je panache. Je peux écouter Lou
l'ouverture des 4 saisons de Vivaldi, juste après un morceau de Led Zeppelin, de Deep Purple, juste après, je mettrai un morceau d'un guitariste traditionnel comme Manitas de Plata, pour en revenir à Louis Armstrong, qui est un de ceux que je préfère. Vous voyez, parce que la musique aussi adoucit les mœurs. On a une émission prévue très bientôt sur la musique. Ah ben, très bien. On gardera secret le nom de l'invité, mais comme ça vous fera une belle surprise. Il n'y a pas de problème. Monsieur Vincent Ouellet, Oui. en ce samedi 3 octobre 2020, nos tasses de café étant vides, Ah, tout à fait, oui. je pense que nous arrivons au terme de la rencontre. Alors, on a beaucoup parlé de rituels. On a un petit rituel de 7 questions Oui. auxquelles vous allez tenter de répondre le plus succinctement possible. D'accord. Alors, première question, si vous pouviez choisir un super pouvoir, quel serait-il? La sagesse. La sagesse, parce que je pense que... Bon, j'ai répondu succinctement, hein, la sagesse. Maintenant, je vais développer. Je pense que quelqu'un qui arriverait vraiment à être sage saurait éviter les conflits. Saurait faire éviter les conflits parce qu'il aurait les propos adéquats à donner aux deux parties adverses pour calmer les situations. Ça, on apprend ça beaucoup dans les arts martiaux. On n'apprend pas les arts martiaux pour se battre. Mais la maîtrise du corps, surtout pour le combat, est telle qu'à un moment, vous arrivez à trouver les arguments de vous dire ça ne vaut pas la peine de blesser quelqu'un, comme si vous avez une arme à la ceinture. Vous n'allez pas tirer sur le premier qui va venir vous contredire. Là, c'est pareil. Et vous arrivez à trouver des propos apaisants. Vous arrivez à trouver des propos... Non, la sagesse. La sagesse pourrait éviter aux gens de tomber malades, parce qu'ils auraient peut-être une pratique sportive ou une hygiène de vie différente. La sagesse pourrait éviter beaucoup de conflits politiques et beaucoup de guerres, parce qu'il faut savoir que même s'il y a des matières premières ici, on peut toujours s'arranger pour que vous ne perdiez pas trop. Malheureusement, il y en a toujours un qui veut plus que l'autre. Et c'est là où ça se gâte, parce qu'il y a un manque de sagesse qui est entretenu par les propos électoralistes, par les situations, par plein de choses. La sagesse, je parlais tout à l'heure de musique, ça n'a peut-être pas beaucoup d'incidence, mais pourquoi frustrer quelqu'un en disant non, non, j'aime pas ta musique, j'aime pas ça, alors que peut-être lui, il pratique l'art de la musique. Donc vous l'avez frustré. Non, écoutez. Vous aimez, vous n'aimez pas. Dire, ah ouais, en tout cas, tu es fort, hein, tu joues bien. Ah, merci de m'avoir donné le CD. Bon, vous l'écoutez pas. Mais ça servait à quoi de le frustrer alors que pendant 2 minutes, vous l'avez écouté, il est content. Vous ne vous êtes pas fait un ennemi. La sagesse résout tout. Je pense que ça serait la sagesse. C'est noté. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Mes enfants. Ah, ça, il n'y a pas photo. Mes enfants. Surtout quand je les vois aujourd'hui, quand je les vois se développer, quand je les vois, bon, comme des gamins, ils ont fait comme papa. Il y en a un qui s'est essayé à l'équitation, ça n'a pas marché, ça ne lui a pas trop plu. Mais ils sont pratiquants d'arts martiaux, ils ont bien évolué, ils sont même gradés et tout. Donc, et mes filles qui n'ont pas pratiqué les arts martiaux, mais dont je vois l'éducation a abouti à me faire des petits-enfants fantastiques et bien élevés. Non, mes enfants, ça, il n'y a rien à faire. Alors, peut-être que ça va vous aider à répondre à la prochaine question. Quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, je pense que c'est d'être là et de profiter pleinement de tout ce qui nous entoure. Je pense qu'on nous a mis là, il nous a été mis là par une entité que je ne saurais pas nommer. Certains appellent Dieu, d'autres Allah, d'autres le Créateur, certains il, certains la force. Bref, il y a eu une création qui s'est faite dans laquelle nous sommes. Les arbres jouent leur rôle, les poissons jouent leur rôle. Ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi ils jouent leur rôle. Nous, notre problème, peut-être, c'est ce que nous avons appelé de l'intelligence. À vouloir trop nous poser de questions, nous changeons la nature. Nous avons adapté la nature à nos besoins. On va le payer cher. Je ne veux pas être pessimiste. On va le payer très cher. La nature gagne toujours. Ça fait quand même quelques milliards d'années qu'elle existe. Elle n'a toujours pas bougé, elle existe toujours. En termes de temps, ça fait quelques millions d'années que nous avons commencé à exister. Ça fait quelques centaines de milliers d'années que nous pensons être plus intelligents que tout le monde. Regardez l'histoire du Covid. En 10 jours, les dauphins sont revenus dans les eaux de Venise. Il y avait des lynx et des chevreuils dans les rues de Buenos Aires. Il y avait des canards et des cygnes qui marchaient tranquillement dans les rues de Paris. On peut vivre avec ces gens-là. Je les appelle des gens parce qu'ils ont le droit de vivre comme nous. Même si de temps en temps, un petit canard laqué, ça ne peut pas faire de mal. Nos amis vietnamiens voilà. Confirmeront. Voilà. Donc, mais on veut tellement impacter
certainement à cause de notre ego, sur tout ce qui nous entoure, avoir le dernier mot, aujourd'hui, on ne respecte pas. Donc je dirais, la réponse à votre question, ça serait d'être là et de profiter pleinement sur ce qui m'entoure, en essayant de l'unir le moins possible pour que justement elle puisse, cette nature, continuer de me profiter. Très bien. Question 4. Vous avez déjà un peu répondu. Quelle est votre définition de Dieu? Deux. Dieu. Bon, déjà, dans l'acception traditionnelle des choses, quand on va dire Dieu, on va dire, bon, ça c'est les chrétiens. Quand on va dire Allah, c'est les musulmans. Quand on va dire Jéhovah, on va dire c'est les juifs. Donc Dieu, déjà, pour moi, a une connotation trop personnifiée. Alors, quelle est ma conception du créateur, de la création? Personnellement, je n'aurais pas le, pour finir mon propos sur le nom de Dieu, je n'aurais pas le manque de respect de lui attribuer un épithète, un nom. Moi, je l'appelle le créateur. Et le créateur, la question c'est quelle est votre définition de Dieu? Ou du créateur, puisque si Oui. vous voulez l'appeler par son principe actif. Oui, oui, voilà. Donc, ma définition du créateur, c'est celui par lequel tout est arrivé et que l'on doit respecter pour ça. Je pense que quelqu'un qui non seulement vous fait vivre, enfin vous donne la vie, ou a permis que vous ayez la vie, par un processus qu'on ne connaît pas encore complètement depuis la naissance du premier homme, ou des premiers hommes, mais qui, en vous permettant, vous met tout à disposition que vous puissiez profiter de cette vie. Parce que, en fait, vous faites partie de la nature. Si vous vous respectez la nature. Et la nature vous respecte. Donc je pense que c'est celui par lequel ma définition de Dieu, donc du Créateur, c'est un apport incommensurable de bienfaits. Et qui resteront des bienfaits si on sait les utiliser. Monsieur Ouellet, est-ce que vous avez un film, une chanson, un livre, un poème, un morceau de musique, une œuvre d'art en général, ou un kata à nous conseiller? Je dirais, par exemple, de Georges Brassens, Supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Quand vous écoutez ce poème, qui est une chanson, vous comprenez beaucoup de choses de la vie. Vous comprenez l'humilité. Vous comprenez ce que l'homme attend, ce qu'il espérait, ce que les autres ne comprennent pas de lui. Ça, pour ce qui est des peintures, je vais dire un peintre, j'aime bien le Caravage. J'aime bien le Caravage parce que son côté clair-obscur fait ressentir, en une peinture, en une scène, il arrive à faire ressentir tous les sentiments. Au-delà même de la mimique de ses personnages, la puissance de son clair-obscur, des couleurs qu'il gère avec parcimonie mais puissamment, fait vraiment ressentir la puissance de ce que nous sommes en fait. Pour les statues, comme je vous ai dit, j'aime bien les statues grecques parce que ça a été poussé à la perfection. Et puis elles sont imagées d'une certaine aura de naïveté quelquefois, parce que leur religion polythéiste leur permettait de croire, vous avez raison, hein, c'est ce en quoi ils croyaient, mais c'était l'aboutissement de ce qu'ils considéraient comme beau. Et effectivement, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, c'était beau, mais ça dégageait de la puissance et de l'intelligence, de la sagesse et de la force. Donc dans une statue, vous avez encore la sagesse, la force et la beauté. Voilà. En morceaux de musique, dont je suis assez éclectique, mais ma préférence va quand même vers Louis Armstrong, qui au-delà des paroles, au-delà de son vécu, au-delà de la civilisation dans laquelle il est né, où il y avait vraiment des problèmes humains par rapport aux races, par rapport au niveau de société, a su faire passer des sentiments. C'est un interprète et un musicien qui me fait bouger à l'intérieur et qui me donne même des frissons quand je l'écoute. Si vous deviez donner un conseil à l'humanité? Le respect. Respectez-vous. Respectez-vous. Ça ne sert à rien d'aller couper un arbre pour y cueillir une mangue. On nous a donné une intelligence pour essayer de gravir. On est combien? On est 4. Je vais prendre 4, bon 8. Je prends 8 mangues. Mais l'arbre continue d'exister. À partir du moment où vous détruisez cet arbre, vous détruisez de la vie pour en profiter vous-même, vous ne profiterez pas de toute la vie de l'arbre. Parce que les feuilles de manguier ont des vertus. Les racines, le tronc, l'écorce ont des vertus.
Donc vous bousillez tout un système simplement parce que votre ego vous demande de la gourmandise, d'aller cueillir simplement des mangues. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Quand on bousille les forêts, quand on crée de la pollution. Bon, je ne veux pas avoir l'air de refaire le monde, mais on manque d'humilité. Et donc je pense qu'un peu de respect avec les hommes et avec tout ce qui nous entoure. Le respect. D'abord, si jamais je devais m'adresser à l'humanité, c'est que je serais vraiment une personnalité pratiquement incontournable, hein, après le Créateur, parce que je ne sais pas qui peut s'adresser à l'humanité en son entier. Mais si c'était possible, je dirais, mettez un peu de respect dans tout ce que vous faites, dans tous vos gestes, soyez un petit peu plus humble, et puis je pense que tout le monde s'en porterait mieux. Évidemment, vous avez eu 18 ans. Moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé. Ça a duré 1 an. À peu près, oui. Alors, si vous pouviez retourner dans le passé, vous, le Vincent Boillet d'aujourd'hui, et discuter avec le Vincent Boillet de 18 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle est la phrase que vous lui diriez? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il faudrait d'abord que je me pose la question, est-ce que le Vincent Boillet d'aujourd'hui et puis le Vincent Boillet de 18 ans sauraient qu'ils sont chacun des Vincent Boillet? Oui, oui, oui. Ah. Donc je me retrouve face vraiment à mon passé. Exactement. Et pour lui faire découvrir que voilà ce que va devenir ton futur. Soit voilà ce que va devenir ta vie, soit voici le conseil que je te donne pour prendre un chemin adéquat. Alors, enfin, voilà. À partir du moment où vous m'avez posé la question tout à l'heure, quel conseil je donnerais à l'humanité, et vu que le Vincent Boillet en question fait partie de l'humanité, je dirais le respect. Le respect. Qu'est-ce que je dois aux autres? Le respect. Qu'est-ce que je me dois à moi-même? Le respect. Qu'est-ce que je dois à Dieu, Allah, le Créateur? Le respect. Qu'est-ce que je dois à tout ce qui m'entoure? Le respect. Parce que quand vous arrivez à respecter les autres, la communication passe mieux. Comme je disais, même avec un manguier, vous communiquez. Vous communiquez. Vous ne savez pas, au premier abord, quel mal vous faites. C'est quand 2 ans plus tard, il n'y a plus de manguier, que vous avez faim, que vous n'avez plus de manguier à couper pour manger, c'est là que vous vous dites, oula, il y a 2 ans, j'aurais peut-être pas dû le couper. Là, j'ai un problème. Il faut que je change de nourriture. Il faut que je change de fruits, etc., etc. Donc je pense que c'est le respect. À partir du moment où on se respecte soi-même, qu'on fait l'effort de respecter les autres, il y a beaucoup de choses qui vont... Je dirais, continue la voie comme tu veux la tracer, avec tes erreurs et tout, garde le respect en ligne de mire. Bon, alors là, les 7 questions sont épuisées. On a une question bonus quand même. ASEC Mimosa ou Africa? Bon, moi, quand j'étais petit, j'étais ASEC. Hein. Voilà, j'étais ASEC Mimosa. Et puis... Attends, qu'est-ce que j'avais répondu la dernière fois là? Ah non, pas ça. Non, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais ASEC. Maintenant, je me suis désintéressé de ça. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans d'autres sports, dans d'autres passions, dans d'autres dérivatifs. Mais quand même, hein, si ASEC Africa, peut-être. Parce que je crois qu'il y a un match aujourd'hui ou... Incessamment. Incessamment, voilà, il y a un match, je crois que c'est aujourd'hui. Alors quand même ASEC, ça c'est... On n'y peut rien. C'est entendu. J'espère que ça ne va pas être très clivant parmi enfin, ceux qui nous suivent sur notre chaîne. Non, mais s'ils adoptent le respect de ma façon de penser, je ne vois pas pourquoi ça serait clivant. Il faudra dans tous les cas qu'on interviewe quelqu'un qui supporte l'Africa pour respecter l'équité. Ah oui, bien sûr. Monsieur Vincent Boillet, merci du fond du cœur. C'est moi. Et de la part de notre chaîne, de la part de tous ceux qui nous regardent, et puis que l'amour et la paix habitent votre âme à jamais. Et je vous retourne exactement les mêmes vœux. Thank you.